Au milieu de la mer du Nord, perdue entre le Danemark, l'Allemagne et le Royaume-Uni, se trouve l'île d'Helgoland. Un bloc de grès rouge, isolé, battu par les vents. Ce rocher, d'à peine 1 kilomètre de long, est bien plus qu'il n'y paraît. C'est une île au trésor, le berceau d'une des révolutions scientifiques les plus importantes de l'histoire. Un soir de juin 1925, dans la petite chambre d'une auberge, surplombant la face sud de l'île, un jeune physicien de 23 ans noircit fébrilement des pages de calcul. Depuis des mois, il tente de bâtir une nouvelle théorie qui permettrait enfin de déchiffrer le mécanisme secret des atomes, les minuscules constituants de la matière invisibles à l'œil nu. Ce soir-là, quelque chose commence à fonctionner, à prendre place devant lui. Malgré l'heure avancée, il est de plus en plus fébrile. Il sait qu'il ne pourra pas trouver le sommeil. Alors, il sort prendre l'air au milieu de la nuit. Ich war so erregt, dass ich an Schlaf nicht denken konnte. So verließ ich in der schon beginnenden Morgendämmerung das Haus und ging an die Südspitze des Oberlandes, wo ein alleinstehender, ins Meer vorspringender Felsturm mir immer schon die Lust zu Kletterversuchen geweckt hatte. Es gelang mir ohne größere Schwierigkeit, den Turm zu besteigen, und ich erwartete auf seiner Spitze den Sonnenaufgang. Ce jeune garçon, perché sur son rocher, se nomme Werner Heisenberg, et la théorie qu'il vient d'ébaucher s'apprête à transformer le monde. C'est une nouvelle théorie du mouvement, une nouvelle forme de mécanique, la mécanique quantique. Mais avant de continuer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'une révélation t'attend. Une idée qui pourrait littéralement changer ta façon de voir la réalité. Et aussi, abonne-toi maintenant. Parce que ici, chaque vidéo est une porte vers un univers que peu de gens comprennent vraiment. Écris en commentaire « Invisible » si toi aussi tu veux voir ce que les autres ne voient pas. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime se poser des questions, que la plupart des gens évitent. Werner Heisenberg est très jeune quand il écrit son travail fondamental qu'on peut considérer comme pierre de base de la mécanique quantique. Il a 23 ans et il écrit ou il dit, lui, qu'il a l'idée centrale, où il arrive à faire le calcul fondamental qui lui permet d'avancer sur cette petite île qui s'appelle Helgoland. La façon dont Heisenberg est arrivé force l'admiration. Même quand on peut être blasé, avoir vu beaucoup étudier de grandes théories du passé, voir comment elles ont émergé, mais ce travail de Heisenberg est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire des idées, je pense. He was an extremely cultivated man, Heisenberg, who not only was a great physicist, but he was a classicist, could read Greek, Latin, and he was a very good musician. And I've heard a recording of him playing a Mozart 21st Piano Concerto with a German radio orchestra, and it's pretty good. I mean, I don't think you realise, unless you know more about piano technique than I do, that it wasn't a professional pianist playing.
Werner Heisenberg voit le jour en décembre 1901, dans une famille d'universitaires bavarois. Mais bien qu'il soit issu d'un milieu relativement aisé, son enfance est loin d'être de tout repos. Après la défaite de 1918, sa famille connaîtra la crise économique, l'instabilité politique et même la guerre civile. Naître en 1901 en Allemagne, déjà, c'est avoir devant soi une existence avec 2 guerres mondiales. La vie d'Heisenberg commence, il est trop jeune pour faire la Première Guerre mondiale, mais il connaît tous les soubresauts politiques de l'Allemagne en 1918. Il est à Munich avec les corps francs, les mouvements de jeunesse, une scolarité à peu près chaotique. Il est lui-même dans une milice. Cette défaite un peu inattendue pour la plupart des Allemands et qui vient en fait avec tout le système politique qui est bouleversé, particulièrement en Bavière. Il y a même eu une tentative, une prise du pouvoir par un parti soviétique à Munich à cette époque-là, et le jeune Heisenberg a combattu d'ailleurs à travers son groupe. À la fin de la guerre civile, comme beaucoup de jeunes garçons ayant appartenu aux milices, Heisenberg rejoint les Neuen Pfadfinder, les nouveaux éclaireurs. Patriotes et romantiques, ces scouts d'un genre nouveau sillonnent le pays au cours de longues randonnées et tentent d'imaginer leur propre futur, loin du monde en ruine de leurs parents. Mais ni ses activités d'éclaireur, ni sa passion pour le piano, ni les nombreuses crises qui secouent le pays n'ont eu raison de l'exemplarité du parcours scolaire d'Heisenberg, qui excelle particulièrement en physique et en mathématiques. C'est donc naturellement que le jeune homme se destine à étudier les sciences à l'université de Munich, où son père est professeur de lettres classiques. In the early 1920s, he was a very young man, but he was also a very talented young man who had started studying physics in Munich under Arnold Sommerfeld, one of the key figures in the history of quantum physics. Le champion, le meilleur spécialiste de physique atomique, et en plus, peut-être, on peut même presque dire sans hésiter, le meilleur pédagogue qui existait dans la physique en Allemagne à cette époque, ou peut-être de par le monde, parce que si on compte le nombre de physiciens qui ont été formés par Sommerfeld, c'est extrêmement impressionnant. Les années d'université avec Sommerfeld sont l'occasion de déployer ses talents précoces et de s'initier aux avancées récentes de la physique théorique, qui à cette époque se développe essentiellement en Allemagne. Car si l'économie du pays est toujours au plus bas, ce n'est pas le cas de ces théoriciens, qui rayonnent à l'international. Et le plus célèbre d'entre eux est sans conteste Albert Einstein, dont la théorie de la relativité vient d'être confirmée par l'observation de la déviation de rayons lumineux lors d'une éclipse solaire. Heisenberg admire Einstein, tout comme son nouveau camarade, Wolfgang Pauli, rencontré sur les bancs de l'université. Als ich den Hörsaal der Universität betrat, in dem Sommerfeld seine Vorlesungen zu halten pflegte, entdeckte ich in der 3. Reihe einen Studenten mit dunklem Haar, der mir nach meinem ersten Gespräch mit Sommerfeld schon im Seminarraum aufgefallen war. Sommerfeld hatte mich mit ihm bekannt gemacht und mir hinterher beim Abschied an der Tür seines Instituts noch gesagt, dass er diesen Studenten für einen seiner begabtesten Schüler halte, von dem ich viel lernen könne. Er hieß Wolfgang Pauli und er hat in der ganzen späteren Zeit, solange er lebte, für mich und für das, was ich wissenschaftlich versuchte, die Rolle des stets willkommenen, wenn auch sehr scharfen Kritikers und Freundes gespielt.
Heisenberg, quelqu'un plutôt naturellement généreux, optimiste, etc. Et Pauli, toujours hyper critique. Il est connu évidemment pour ses critiques souvent acerbes mais profondes, et qui ont beaucoup aidé Heisenberg. La collaboration commence très vite entre les deux hommes, parce que Heisenberg, il a le défaut inverse, c'est que sa pensée part un peu tous azimuts quand même dans tous les contrats. Il a besoin d'être bridé un peu, Heisenberg, de temps en temps. Et c'est Pauli qui lui dit « ça peut pas marcher, laisse tomber ». C'est Pauli qui va convaincre Heisenberg de se spécialiser en physique atomique, une discipline récente qui cherche à percer le secret de ces briques de matière, plusieurs milliards de fois plus petites que le mètre. Pour Pauli, c'est là que les efforts de la nouvelle génération doivent se concentrer. Car personne, pas même Einstein, ne semble comprendre ce qui se passe au cœur des atomes. Heisenberg ne le sait pas encore, mais l'énigme de l'atome va devenir une véritable obsession. Longtemps, les physiciens ont douté de l'existence des atomes, ces objets invisibles à l'œil nu. Mais au début du XXe siècle, les choses vont changer. Les meilleurs microscopes de l'époque ne sont pas capables de former une image des atomes, mais des observations indirectes trahissent leur existence. Dès 1910, le physicien néo-zélandais Ernest Rutherford parvient à sonder leur structure en bombardant des feuilles d'or avec des particules alpha. Il proposera le fameux modèle planétaire de l'atome, composé d'un noyau lourd, de charge électrique positive, entouré de minuscules électrons de charge négative. D'après les équations du mouvement de Newton, qui ont prouvé leur efficacité depuis plus de 2 siècles, les électrons devraient orbiter autour du noyau, à la manière d'un minuscule système solaire. L'atome de Rutherford, qui était le modèle de l'atome en 1911, qui était un modèle planétaire de l'atome. Donc il y avait un noyau, on ne savait pas très bien ce que c'était que le noyau, et puis des électrons qui gravitaient autour, comme dans un système planétaire. Le problème de cet atome, c'est que les électrons qui gravitent autour, qui devaient en fait s'écraser plus ou moins sur le noyau. Bien qu'élégant dans sa conception, le modèle planétaire de l'atome possède une faille, un problème majeur de stabilité. Pour le comprendre, prenons une analogie acoustique. Lorsqu'elle est frappée, la corde de piano communique sa vibration à l'instrument, puis à l'air autour de lui. C'est cette vibration de l'air que nous percevons et que nous appelons le son. Mais ce faisant, la corde transfère toute son énergie à l'instrument et finit par s'immobiliser. De manière analogue, un électron oscillant autour du noyau doit également produire une vibration, non pas de l'air, mais une vibration du champ électromagnétique due à sa charge. Ce genre de vibration, nous le percevons également et nous l'appelons la lumière. Tout comme la corde de piano perd son énergie en produisant du son, l'électron doit perdre son énergie sous forme de rayonnement, et la matière dans son ensemble devrait s'écrouler sur elle-même. Il y a donc quelque chose qui ne se passe pas comme prévu dans la trajectoire des électrons. Puisqu'une charge en mouvement doit produire du rayonnement, la clé du mystère se trouve probablement dans cette lumière émise par les atomes. La façon la plus détaillée d'étudier les atomes, c'était par la lumière que l'atome émet. Donc si on prend du gaz d'hydrogène et on le chauffe essentiellement, on voit de la lumière qui sort. Et la lumière est différente pour des différents types d'atomes. Donc chaque atome a sa propre lumière
On peut faire une analyse spectrale, c'est-à-dire on peut séparer la lumière dans ses composants de différentes couleurs, avec un prisme tout simplement. Et donc on a des lignes de colorées qu'on voit de couleurs différentes, qui sont caractéristiques de chaque atome. Bien que les électrons soient invisibles, le rayonnement produit par leur mouvement, lui, peut être observé. La couleur et l'intensité des raies spectrales constituent l'une des seules portes d'entrée vers le mécanisme interne des atomes. Tout comme le timbre d'une note, ces harmoniques nous renseignent sur le fonctionnement de l'instrument qui la joue. Je joue le Do ici, l'octave c'est la première harmonique ici, après je fais la troisième harmonique qui est la quinte en dessous, la quatrième, et je pourrais même aller jusqu'à la cinquième ici, et si je joue tout en même temps, vous voyez, voilà, si je joue tout en même temps, on entend pratiquement qu'un son, on a juste changé la composition du son, mais en fait c'est le même son fondamentalement. Donc on a changé ce qu'on appelle le timbre du son. Alors ce qui veut dire en fait là-dedans, c'est qu'un son musical en général ça a un spectre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fréquences discrètes. Alors là c'est très simple parce que c'est simplement F, 2F, 3F, 4F. C'est tout à fait analogue pour les atomes, ces espèces d'oscillateurs, comme une corde vibrante. On a, d'un point de vue classique, on a un électron autour d'un noyau. Donc si la théorie classique s'appliquait, ça fait un petit courant électrique qui met oscillant, qui émet un onde électromagnétique, qui normalement devrait avoir les fréquences de ce mouvement-là. Et ces fréquences, c'est comme ce que je montrais au piano tout à l'heure, c'est les harmoniques F, 2F, 3F, 4F. Or, expérimentalement, on obtient un spectre qui est complètement différent de ça. Mathématiquement, la vibration d'une corde de piano peut se décomposer en une série d'oscillateurs qui émettent des notes pures. Ce sont les harmoniques. De la même manière, le mouvement d'un électron autour du noyau peut se décomposer en harmoniques qui émettent des fréquences pures de lumière. Autrement dit, des raies spectrales. Mais la couleur et l'intensité de ces notes de lumière ne correspond pas du tout à ce qui est observé. Les raies ne sont pas là où elles devraient être. En résumé, la physique du début du siècle ne parvient pas à expliquer l'atome, ni sa stabilité, ni la lumière qu'il émet. Le modèle planétaire semblait donc en mauvaise posture, jusqu'à ce qu'un jeune élève de Rutherford ne propose une idée révolutionnaire. Un physicien danois du nom de Niels Bohr. C'était un théoricien danois qui est né à la fin du 19e siècle, qui était donc prix Nobel de physique en 1922, qui a été extrêmement important, qui a été une référence pour toute l'école de la mécanique quantique, pour beaucoup de physiciens très importants du début du XXe siècle. Der zentrale Gegenstand dieses Sommerfeldchen-Seminars war die Bohrsche Atomtheorie. In ihr wurde, aufgrund entscheidender Experimente von Rutherford in England, das Atom als ein Planetensystem im Kleinen aufgefasst. Die Bahnen dieser Elektronen sollten aber nicht, wie man es bei einem Planetensystem erwarten würde, durch die Kräfte und durch die Vorgeschichte bestimmt sein und eventuell durch äußere Störungen auch geändert werden können. Sondern sie sollten, um die merkwürdige Stabilität der Materie gegenüber äußeren Einwirkungen zu erklären, durch zusätzliche Forderungen festgelegt werden, die mit Mechanik oder Astronomie im alten Sinne nichts zu tun haben. Seit der berühmten Arbeit von Planck aus dem Jahre 1900 nannte man solche Forderungen Quantenbedingungen. Au début du siècle, Max Planck avait montré que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière n'étaient pas continus, mais discrets, c'est-à-dire granuleux comme du sable, alors qu'on les croyait lisses comme de l'eau. L'idée révolutionnaire de Bohr fut d'étendre cette quantification de l'énergie à la matière elle-même. Tout comme Planck avait morcelé l'énergie en petits paquets, Bohr morcelle l'énergie du mouvement des électrons qui ne peuvent se déplacer que sur certaines orbites stables.
plus cette orbite stable est loin du noyau, et plus l'énergie correspondante est élevée. Alors, Bohr est arrivé en 1913 avec un modèle un peu plus élaboré, avec des règles, et en particulier il y avait des orbites stables qui étaient quantifiées. Il y avait une quantification du moment cinétique des électrons, ce qui évitait aux électrons de venir s'écraser sur le noyau. L'électron peut seulement être en orbite sur certaines orbites. Donc ça, c'est la première hypothèse de Niels Bohr. Il la jette là comme une... Pourquoi ? Imaginons que c'est comme ça. Deuxième chose, un électron peut sauter d'une orbite à l'autre. Ça, c'est le début des sauts quantiques. Dans le modèle de Bohr, les électrons n'émettent pas de lumière en tournant autour du noyau, car ils se déplacent sur des orbites d'énergie stable. Pour pouvoir perdre cette énergie sous forme de rayonnement, ils doivent nécessairement sauter vers une orbite de plus basse énergie. Un saut quantique. Un peu comme si Jupiter se téléportait instantanément sur l'orbite de Vénus. Une idée absurde, impossible selon les lois connues de la physique, mais qui marche. La perte d'énergie lors de ces sauts colle exactement à la couleur des raies. Je peux calculer tous les possibles sauts du cinquième au quatrième, du cinquième au troisième, du cinquième au premier, du deuxième au premier, voilà. Et je peux faire le calcul de spectre. Et bingo, il trouve exactement le spectre observé. Ah, donc voilà, ça doit être comme ça, parce que ça colle parfaitement. Alors, ça colle pas parfaitement, parce que pour l'hydrogène, ça marche très bien, pour les autres, ça marche presque, parce que les fréquences sont pas exactement là, mais proches. Mais clairement, ça doit être quelque chose comme ça. Dans le modèle de Bohr, la lumière émise par les atomes ne vient pas du mouvement des électrons, mais de mystérieux sauts quantiques entre deux orbites. Si cette théorie s'appliquait à la vibration d'une corde de piano, alors celle-ci n'émettrait aucun son, sauf lors du saut brutal entre deux amplitudes de vibration. Personne n'a jamais vu d'instrument jouer de cette manière. Et non, c'est très audacieux, c'est provocateur, même d'une certaine façon. On ne comprend pas trop les fondements. Il y a un mélange un peu étrange de concepts classiques, parce qu'on continue quand même d'utiliser cette image d'un électron qui tourne autour de l'atome. Mais après, on introduit là-dedans une sorte de quantification vraiment étrange. Donc, c'est très étrange, mais ça fonctionne. Cette théorie de l'atome a propulsé Bohr au sommet de sa discipline. Il recevra le prix Nobel de physique en 1922, l'année de sa rencontre avec le jeune Werner Heisenberg. In the early 20s, Bohr was the leading atomic physicist in Europe. He had a huge reputation. Heisenberg had just finished his studies. Bohr est devenu le grand-père de l'atome, c'est celui qui plus a compris. Et Bohr fait venir chez lui tous ces jeunes qui veulent comprendre l'atome. Et Heisenberg, c'est l'un d'eux. C'est Sommerfeld qui va présenter Heisenberg à Bohr. Le professeur de Munich est un grand spécialiste de la théorie du maître danois, qu'il a largement contribué à développer, au point que l'on parle parfois du modèle de Bohr-Sommerfeld. Sommerfeld fragte mich nach einem längeren Gespräch über die Bohrsche Atomtheorie ziemlich unvermittelt. Würden Sie Niels Bohr gerne persönlich kennenlernen? Bohr soll nächstens in Göttingen eine Reihe von Vorträgen über seine Theorie halten. Ich bin dazu eingeladen und ich könnte Sie ja mitnehmen. That was in June 1922, and this event has become known as the Bohr Festspiele because it was really sort of as if physicists from all over Germany had a pilgrimage to Göttingen to listen to the big Niels Bohr who was coming and visiting from Copenhagen. Devant le parterre de physiciens allemands réunis à Göttingen, Bohr ne se contente pas de rappeler les règles du modèle atomique qui a fait sa renommée.
Il présente également les dernières avancées théoriques de son institut de Copenhague. C'est lors de sa 3e conférence que le jeune Heisenberg va se faire remarquer. Werner Heisenberg famously stood up and asked a question after the conclusion of that third lecture, and a very good question at that, one that actually Niels Bohr had problems answering right off the bat. And Bohr, who was a very great man and a really wonderful person, far from being offended by this, was very intrigued by it and went out for a walk with Heisenberg afterwards, so he could discuss it. And that was the beginnings of a friendship that started with Bohr as the mentor and Heisenberg very much as the pupil, the apprentice. And I imagine that other more famous, more established physicists, that they probably were a bit envious of this young, how old was he, 21-year-old man, going on a walk with the big man from Copenhagen, with Niels Bohr. Durant leur promenade, le maître et l'élève discutent des limites de la théorie de Bohr. Car même si son modèle atomique résout de nombreux problèmes, il soulève autant de questions. Quelle trajectoire suivent les électrons le long de ces fameuses orbites stables? Et surtout, quelle est la nature de ces étranges sauts quantiques? Comment imaginer un tel mouvement? Conscient des limites de sa théorie, Bohr conseille à Heisenberg de se méfier des images. L'esprit humain n'est peut-être pas capable de se représenter réellement ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. Pour Bohr, le problème est avant tout linguistique. Les équations de la physique sont un langage qui nous permet de décrire le monde tel que nous l'observons. Si nous ne comprenons pas l'atome, c'est parce que nous ne parlons pas sa langue. Nous savons seulement que dans ce langage quantique, les harmoniques du mouvement sont remplacées par des étranges sauts d'orbite et que l'énergie n'est pas continue, mais discrète. Nous connaissons certains mots, mais il nous manque le plus important, l'alphabet, c'est-à-dire des équations quantiques du mouvement. Denn obwohl Bohr so viele Einzelheiten von der inneren Struktur der chemischen Atome zu erkennen glaubte, waren die Elektronen, auf denen ihre Atomhüllen bestanden, offenbar keine Dinge mehr. Jedenfalls keine Dinge im Sinne der früheren Physik, die man ohne Vorbehalte mit Begriffen wie Ort, Geschwindigkeit, Energie, Ausdehnung beschreiben konnte. Vraiment, il y a un fondement philosophique fort sur cette manière de faire. Hein. C'est qu'on ne peut pas bien faire. Et qu'on est obligé de donner constamment des images qui, parce qu'elles sont des images, sont donc ne peuvent être que fautives et partielles. Les choses qui constituent les choses, ce ne sont pas vraiment des choses. Ce qui est fondamentalement bouleversant. Ich fragte Bohr daher, wenn die innere Struktur der Atome einer anschaulichen Beschreibung so wenig zugänglich ist, wie Sie sagen, wenn wir eigentlich keine Sprache besitzen, mit der wir über diese Struktur reden könnten, werden wir dann die Atome überhaupt jemals verstehen? Bohr zögerte einen Moment und sagte dann, doch, aber wir werden dabei gleichzeitig erst lernen, was das Wort verstehen bedeutet. À la fin de leur promenade, Niels Bohr propose à Heisenberg de venir collaborer avec lui à Copenhague. Mais dans un premier temps, il lui suggère d'approfondir ses connaissances en mathématiques, ici, à l'Institut de physique de Göttingen. Il y a 3 grands centres pour la recherche en physique atomique à cette époque-là. Copenhague, bien sûr, avec Bohr, et puis il y a Munich avec Sommerfeld, et le 3e, c'est Göttingen. Göttingen, où il y a Max Born, et qui est peut-être un des pères moins reconnus de la mécanique quantique. C'est peut-être celui qui a plus contribué des autres, mais il n'est pas souvent reconnu. Et Max Born, dans son groupe, il prêche très clairement, il dit, là on est dans une espèce de crise de la physique classique, il faut repenser tout à nouveau. C'est ainsi qu'Heisenberg quitte le cocon familial munichois et commence à étudier à l'Institut de Göttingen, auprès de Max Born.
dont il devient l'assistant personnel. Mais il effectue également plusieurs séjours à Copenhague pour collaborer avec Niels Bohr, qu'il semble considérer comme son mentor. Très vite, il devient assez intime en fait de Bohr, ce qui d'ailleurs ne manque pas d'inquiéter l'assistant actuel de Bohr qui est Henrik Kramers, le néerlandais, et il y a un esprit de compétition, de jalousie entre les deux. Et on a bien l'impression qu'Heisenberg essaie d'être calife à la place du calife, quoi. À Copenhague, Bohr et son assistant, Henrik Kramers, initient Heisenberg au principe de correspondance, cette méthode de traduction entre le langage classique et le langage quantique. Dans quelques cas particuliers, le principe de correspondance permet aux physiciens de deviner certains résultats de mécanique quantique alors qu'ils en ignorent toujours les équations fondamentales. Easy explanation of the correspondence principle is that you take the equations of classical mechanics and then have a prescription, some sort of recipe for how to transform them into a quantized version of any theory that you have from classical mechanics, and that then you can calculate, I don't know, the energy or frequency of spectral lines or other things, and it shows itself in many cases there where it works that it actually is with very good accuracy. Ces années, entre Göttingen et Copenhague, ne sont pas de tout repos pour Heisenberg. En Allemagne, la crise économique s'aggrave. Max Born doit recourir à des mécènes pour financer l'activité de son institut, et pendant un temps, le jeune Werner reçoit tout juste de quoi se nourrir et se loger. Mais il est mieux loti que la plupart des Allemands. L'hyperinflation engendre partout la misère. En 1923, l'occupation de la vallée de la Ruhr par les troupes françaises et belges réveille les passions nationalistes. Depuis Göttingen, Heisenberg suit les événements qui secouent sa Bavière natale, où Adolf Hitler manque de prendre le pouvoir lors du fameux putsch de Munich. La correspondance du jeune physicien dévoile un certain soutien envers la fragile République de Weimar, mais laisse surtout transparaître son désintérêt pour la politique. Pour Heisenberg, la vérité se trouve ailleurs, dans la science, la nature et la musique. Heisenberg est assez en général dégoûté de la politique, ce qui se passe à l'époque. Donc pour lui, c'est un refuge, la physique théorique et puis ses activités d'éclaireur. Mais il n'y a pas que l'économie allemande qui soit en crise. Dans le petit monde de la physique atomique, les limites de la théorie de Bohr se transforment rapidement en insurmontables difficultés. Autour des années 20, de plus en plus, un monde de physiciens qui étudient l'atome se convainc que là, il y a quelque chose de majeur. La vieille physique, même avec ces petits trickeries que Niels Bohr ajoute, n'est pas capable d'expliquer l'atome. Toute tentative pour comprendre le mouvement des électrons le long des orbites de Bohr semble vouée à l'échec. À Göttingen, par exemple, Max Born et Heisenberg tentent de modéliser précisément les orbites stables de Bohr en s'appuyant sur les méthodes de calcul développées pour l'astronomie. Et c'est en appliquant ces recettes de mécanique céleste à l'atome d'hélium, le plus simple après l'hydrogène, qu'ils vont mettre à jour de nouvelles failles. People found out that there were serious limitations to that scheme. You could, to some extent, describe the spectrum of the hydrogen atom and how it behaved in electric and magnetic fields. You could not at all do the same for the helium atom, which just has one more electron than the hydrogen atom. And it was hopeless for even more complex atoms. Certains physiciens, comme Wolfgang Pauli, commencent même à douter de l'existence d'un mouvement orbital au cœur de l'atome. Une des hypothèses fondamentales de Bohr, c'était quand même qu'on pouvait continuer de décrire le mouvement dans les atomes comme des orbites, par des orbites d'électrons. Il y a même de très beaux dessins très compliqués pour les atomes qui montraient un mélange harmonieux d'orbites qui tournent autour comme ça du noyau central.
Tout ça, il fallait, d'après Pauli, c'était non-sens. Un non-sens, c'est qu'il fallait abandonner, c'était trop naïf, cette idée d'orbite électronique, il fallait vraiment une nouvelle approche. Ende Mai 1925 erkrankte ich so unangenehm an Heufieber, dass ich Born bitten musste, mich für 14 Tage von meinen Pflichten zu entbinden. Ich wollte auf die Insel Helgoland reisen, um in der Seeluft, fern von den blühenden Büschen und Wiesen, mein Heufieber auszukurieren. Donc on peut imaginer ce jeune dans cette île venteuse, désolée, avec le vent de la mer, tout seul, souffrant d'allergie. Tout le monde qui souffre d'allergie sait qu'il est horrible, les yeux qui larment, complètement immergé dans ses idées et dans ce problème de l'atome qui, pour Heisenberg, était devenu une obsession. Il avait clair qu'il fallait un coup de génie pour sortir de cette impasse. Sur Helgoland, loin de toute distraction, le travail d'Heisenberg avance vite. Peut-être se sent-il inspiré par la riche histoire de l'île, qui avant d'être une station balnéaire, fut le sanctuaire d'une divinité nordique, un village de pêcheurs, un repère de pirates. Quelques années avant le séjour d'Heisenberg, Murnau y tourna même quelques scènes pour son chef-d'œuvre horrifique, Nosferatu. Heisenberg n'en a peut-être pas conscience, mais il est au bon endroit et au bon moment. Il a étudié dans les 3 plus grands instituts de physique. C'est un héritier des 3 écoles, des 3 sensibilités. Sommerfeld lui a enseigné l'optimisme et la musique des raies spectrales. Born lui a enseigné les mathématiques et les méthodes de mécanique céleste adaptées à l'atome. Bohr, enfin, lui a enseigné la physique et le principe de correspondance, sa méthode de traduction entre le langage classique et le langage quantique. N'y aurait-il pas un moyen d'étendre cette méthode de traduction à l'ensemble du mouvement des électrons? Jusqu'ici, personne n'y est parvenu. Mais sur Helgoland, Heisenberg veut tenter une nouvelle approche. Il a une idée, la clé du problème. Alors, quelle est la clé? Qu'est-ce qu'il a fait? L'article commence avec une phrase très célèbre qui est une citation philosophique, en réalité. Il dit il faut n'utiliser que des quantités observables pour décrire les phénomènes. Donc cette idée d'un petit noyau et l'électron qui tourne autour, il ne faut pas prendre trop au sérieux. Parce que ce n'est pas du tout évident que ce qui se passe là, on peut le comprendre avec nos concepts habituels. Et donc, basez-vous sur l'observation et partez de là. Dans la théorie de Bohr, les électrons possèdent 2 types de mouvements. Un mouvement orbital autour du noyau et des sauts quantiques d'une orbite à l'autre. Mais aussi étrange qu'ils soient, ces sauts ont au moins l'avantage de pouvoir être reliés à des observations, les raies spectrales, les notes de lumière des atomes. Le mouvement orbital, lui, ne correspond à aucune observation, aucune mesure, puisque l'électron n'émet pas de lumière en tournant autour du noyau. Rien ne prouve que ce mouvement existe réellement. Comme son camarade Pauli, Heisenberg décide donc de renoncer à l'idée d'une trajectoire classique au cœur de l'atome et de construire une nouvelle théorie basée uniquement sur la couleur et l'intensité des raies. Une mécanique quantique, faite de sauts et de discontinuités. Il dit, ce que nous observons, c'est ces spectres. Toutes les lignes de ces spectres peuvent être organisées dans une table. Pourquoi? Parce que chaque ligne correspond à une orbite de départ et une orbite d'arrivée. Et donc, je peux mettre celle de départ à l'horizontale, celle d'arrivée verticale, et j'ai créé toutes les fréquences. Heisenberg regroupe toutes les quantités observables,
les intensités et les couleurs des raies dans des tableaux de nombres. Chaque case du tableau correspond à un saut quantique entre une orbite de départ et une orbite d'arrivée. Reste à trouver à quelles équations obéissent ces tableaux. Et c'est là qu'il va avoir son grand coup de génie. Pourquoi ne pas utiliser directement les vieilles équations du mouvement? Après tout, dans le langage des atomes, les sauts quantiques sont une sorte de mouvement. Heisenberg décide de garder les formules de Newton en remplaçant toutes les variables du mouvement par ces étranges tableaux de nombres. Et l'idée extraordinaire qu'il a, c'est au lieu, comme tout le monde, de chercher d'inventer une nouvelle force, changer l'équation de Newton, utiliser tout ce comme avant, sauf qu'au lieu de penser à la position de l'électron comme un nombre, je fais une table, ok? Et je travaille avec des tables, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du magie noire. Et vous avez des produits de tableaux carrés qui interviennent. Donc vous avez toute une algèbre qui est c'est assez fou et c'est abstrait. Il n'y a plus aucune intuition. Vous avez abandonné toute intuition de représentation des images dans l'espace de votre système. Et donc, mais voilà, ça marche. En fait, Heisenberg va se rendre compte que dans les cas les plus simples, il peut résoudre son système d'équations et trouver les résultats qui sont conformes à ce qu'on attend à l'époque. Il peut résoudre que des modèles très très simples dans ce cadre-là, mais il est persuadé qu'il a déjà découvert, il a vraiment découvert une nouvelle mécanique, la nouvelle mécanique quantique. En se limitant quantités observables et en les organisant sous forme de tableaux, Heisenberg a découvert un moyen de traduire directement les équations de la mécanique de Newton en équations de la nouvelle mécanique quantique. Autrement dit, il a découvert la pierre de Rosette. Heisenberg had actually found a way to make the correspondence principle work in all cases. He had found a translation of the equations of classical physics, say Newton's equations, into equations that were valid in all cases in the quantum realm. Mais quelle est la signification physique de tout ceci? Quelle est cette étrange théorie du mouvement, où la notion même de mouvement semble avoir disparu? Heisenberg ne comprend pas encore la signification de ces tableaux de nombres. L'interprétation viendra plus tard. Pour l'heure, il se contente de tester la cohérence de ces nouvelles équations. Es wurde fast 3 Uhr nachts, bis das endgültige Ergebnis der Rechnung vor mir lag. Ich konnte an der mathematischen Widerspruchsfreiheit und Geschlossenheit der damit angedeuteten Quantenmechanik nicht mehr zweifeln. Im ersten Augenblick war ich zutiefst erschrocken. Ich hatte das Gefühl, durch die Oberfläche der atomaren Erscheinung hindurch auf einen tief darunter liegenden Grund von merkwürdiger innerer Schönheit zu schauen. Und es wurde mir fast schwindlig bei dem Gedanken, dass ich nun dieser Fülle von mathematischen Strukturen nachgehen sollte, die die Natur dort unten vor mir ausgebreitet hatte. Il sort, il va grimper sur un rocher très haut et se met sur le sommet de cette rocher devant l'immensité de l'océan avec le soleil qui monte, sous l'émotion énorme d'avoir été le premier à voir quelque chose de nouveau dans la profondeur de la réalité, dévoiler quelque chose du secret de la nature. Mais il y a presque une idée, je sais pas, pythagoricienne, que quand on voit à travers la surface des choses, le type de beauté étrange qui apparaît, c'est celle de la pure abstraction mathématique à laquelle il est très sensible. Bohr avait raison sur un point. Il faut se méfier des images. La physique ne doit pas chercher à décrire le monde tel que nous l'imaginons, mais tel que nous l'observons. Pendant trop longtemps, les physiciens se sont attachés à l'idée que les électrons suivaient de rassurantes trajectoires continues, qu'ils parlaient le langage familier du mouvement classique, fait de position et de vitesse. Dans la vision d'Heisenberg,
Les sauts quantiques sont le mouvement. En tout cas, une traduction quantique du mouvement. De retour d'Helgoland, Heisenberg présente son travail à son plus sévère critique, Wolfgang Pauli, puis à son chef, Max Born. Il donne son papier à Max Born en disant « Bon, là, j'ai fait une chose très, très étrange, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Max Born réalise immédiatement que les tableaux de nombres utilisés par Heisenberg sont en fait des matrices, des objets mathématiques encore peu connus à l'époque, mais très utiles pour l'algèbre et la géométrie. Avec l'aide de son nouvel étudiant, Pascual Jordan, puis d'Heisenberg lui-même, Born va écrire 2 nouveaux articles qui poseront les bases solides de la nouvelle théorie, aujourd'hui connue sous le nom de mécanique matricielle, la première version de la mécanique quantique. Max Born and Pascual Jordan, and then eventually Werner Heisenberg, Max Born and Pascual Jordan developed this new theory to the point where you could use it, where you could apply it to other things, and that also then happened. For instance, Wolfgang Pauli came up with a derivation of the spectrum of the hydrogen atom in matrix mechanics. Au prix d'un calcul héroïque, Wolfgang Pauli parvient à retrouver le spectre correct de l'hydrogène à partir des équations de la mécanique matricielle. La théorie d'Heisenberg vient de remporter sa première victoire. Perché sur son rocher, le jeune homme n'a probablement pas idée de la boîte de Pandore qu'il vient d'ouvrir. La future mécanique quantique, dont il vient de poser la première pierre, va non seulement permettre de décrire les atomes, mais aussi les molécules, les réactions chimiques et la conduction dans les métaux. Elle va donner naissance à l'électronique, au laser, à l'informatique et à toutes les télécommunications modernes. À tout cela et bien d'autres choses, comme l'énergie nucléaire. Plus de 20 ans après la découverte d'Heisenberg, l'île d'Helgoland sera le théâtre d'explosions spectaculaires, lors de la destruction des bases allemandes par l'armée anglaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La face sud de l'île a été complètement ravagée, défigurée. La chambre d'auberge d'Heisenberg, tout comme le rocher sur lequel il a contemplé le lever du soleil, tout a été réduit en miettes. Nous avons tout de même voulu retrouver une image de ce rocher, dans le musée d'Helgoland, où par chance sont exposées les photographies de Julius Simonsen, prises dans les années 20 et 30. Parmi les nombreux clichés de roche, il y en a bien un qui correspond à la description d'Heisenberg. Un bloc de grès, situé à la pointe sud de l'île, qui s'avance dans la mer et qui pourrait être escaladé par un jeune homme athlétique de 23 ans. Si nous prenons le temps de chercher ce rocher, ce n'est pas pour le simple plaisir de fixer une image sur le récit d'Heisenberg. Après tout, lui-même nous a appris à quel point les images peuvent être trompeuses. Si nous faisons cet effort, c'est parce que nous avons appris, au fur et à mesure de ce projet, à nous méfier des récits de Werner Heisenberg. Malgré son sourire, son regard franc, son romantisme, Heisenberg est également un personnage insaisissable et ambigu, dont les actions ne sont pas toujours faciles à déchiffrer et dont les récits ne sont pas toujours simples à croire. Les réminiscences de Heisenberg, il faut en prendre un laisser parce qu'il avait pas une très bonne mémoire. Et surtout, il aimait bien reconstruire l'histoire. Enfin, quand on regarde ses interviews avec Kuhn, John Heilbronn qui était présent m'a raconté que souvent on le voyait se gratter la tête. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur inventer pour leur répondre à leurs questions, quoi. Il aimait pas laisser une question sans réponse, même quand il avait oublié Heisenberg. Alors c'est pour ça que, ces réminiscences, il faut en prendre un laisser. But I have my reservations, especially, and this is maybe a good conclusion from my end, when it comes to his ability to recollect things from the past. I think that when he reminisces about things, he sometimes gets things wrong. And whether that's because he wants to be self-serving or whether his approach to telling stories is a bit different from that of a historian, which
would be very understandable because all of us like to embellish stories from the past. That's an open question to me. Savoir quel crédit on peut accorder à la parole d'Heisenberg sera plus tard une question d'intérêt public, lorsqu'il aura à s'expliquer sur son rôle dans le programme nucléaire de l'Allemagne nazie.